Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre pour l'été au départ et vers les Antilles à partir du 4 août, prix 860 € et 2 fois 23 kg. Et à partir du 4 septembre, prix 665 € et 2 fois 32 kg. D'autres dates sont disponibles, large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits, ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Bonjour et bienvenue à vous tous. Nous allons recevoir régulièrement des personnalités publiques sur ce plateau et nous leur poserons les questions qui vous permettront de connaître au mieux leurs actions sociales, économiques et politiques. Alors bien évidemment, nous aborderons des sujets d'actualité, mais également des histoires qui regorgent d'événements qui entrent en résonance directe avec cette actualité. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christian Baptiste. Bonjour Christian Baptiste. Bonjour. Alors vous êtes né le 18 juin 1962, ça vous fait 61 ans. Tout à fait, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Vous êtes né à Pointe-à-Pitre et vous êtes également depuis le 22 juin député de la Guadeloupe. Vous êtes membre du Parti progressiste et démocratique guadeloupéen. Et vous avez une apparenté à la NUPES, plus précisément. Alors, l'actualité, j'en parlais, on va entrer directement dans le vif du sujet, puisque le 18 juillet dernier, 17 ministres étaient réunis autour d'Elisabeth Borne, la première ministre, dans le cadre du comité interministériel des Outre-mer. 72 mesures ont été présentées pour garantir le mieux vivre dans les territoires ultramarins. Parmi ces mesures, certaines concernent la vie chère dans nos territoires, la gestion des infrastructures comme celle de la distribution de l'eau, par exemple, la santé et l'emploi aux étudiants. Alors, lesquelles vous semblent les plus proches des attentes de la population, singulièrement guadeloupéenne ? Alors, les mesures et les annonces, pour moi, sont proches de la population guadeloupéenne lorsqu'elles sont réalisées, lorsqu'elles sont concrétisées. Donc, nous avons eu le CIOM, comme il y a eu aussi les assises, voilà. Donc, nous restons toujours très prudents et très vigilants vis-à-vis des annonces. Donc, c'est inscrit sur le papier. Bon, mais la question fondamentale, c'est quel est le délai d'exécution, avec quel financement, quelle inscription budgétaire. Donc, c'est à ce moment-là qu'on pourra parler de concrétisation. Évidemment, on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas entendu un certain nombre de propositions que nous avons faites. D'abord, nous, les députés parlementaires, nous sommes réunis en janvier 2023, et nous avons adopté un certain nombre de résolutions que nous avons remis au ministre délégué des départements d'outre-mer. Jean-François Carenco. Et donc nous avons constaté qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises en considération, par exemple effectivement sur la réforme de l'octroi de mer, ou encore l'élargissement des zones franches, d'activité nouvelle génération. Bon, par exemple, oui. D'accord. Donc on part du principe, des annonces ont été faites, des annonces qui tiennent compte aussi des différents acteurs ou des rencontres qui ont eu lieu, des différentes collectivités pour celles qui ont pu être consultées, parce que comme la Martinique ou même la Guyane, il n'y a pas eu cette consultation, cette concertation comme en Guadeloupe. Donc déjà là il y a une disparité, bon, mais peu importe. Donc pour l'instant c'est cette analyse que nous devons faire. Nous prenons acte de ces annonces, ce sont des annonces, oui. Mais ce sont des annonces qui doivent être traduites par un calendrier temporel, mais aussi budgétaire. Moi qui suis à la commission des finances et surtout membre co-rapporteur de la mission Outre-mer du budget Outre-mer, oui. Donc les annonces qui sont faites, d'accord, j'ai parlé effectivement dans quel calendrier budgétaire et dans quelle exécution budgétaire, on annonce déjà qu'il va falloir quand même faire. Oui. Globalement,
des économies. Nous avons une dette publique qui va atteindre la barre symbolique des 3 000 milliards d'euros. Et donc, donc le bouclier apparemment pris va sauter, notamment au niveau de l'énergie. On l'a dit, ça va augmenter de 10%. Donc, est-ce que, justement, Gabriel Attal en charge des comptes, est-ce qu'il sera toujours là? Donc, effectivement, il y a un sujet. Dans tout état de cause, nous savons très bien que la France, quand même, a décidé de faire des économies sur cette loi de finances initiale pour 2024. Et donc, il va falloir rester en dessous du déficit des 3%, ils veulent pour respecter effectivement les prérogatives de l'Europe. Oui. Alors, est-ce que justement, toutes ces annonces qui ont été annoncées, est-ce que ça va rentrer dans cette austérité budgétaire? Et est-ce que finalement, donc c'est pourquoi nous restons vigilants sur le calendrier et sur l'exécution budgétaire? Oui, vous parlez de restrictions budgétaires. Il y a quand même, ce qu'a annoncé en tout cas Elisabeth Borne, 2,3 milliards d'euros d'investissement sur 4 ans pour des infrastructures et des services publics en Outre-mer, contre 1,8 milliard entre 2019 et 2022. C'est peut-être là aussi une avancée. Vous allez là aussi être vigilant sur les vrais chiffres? Oui, on passe je pense que vous parlez sûrement du contrat de convergence territoriale, à peu près, c'est ça, qui passe effectivement de 9 à 3,4. Oui. Bon, en tout état de cause, est-ce que ça ne correspond pas à l'inflation? Est-ce que justement cette augmentation n'est pas liée à l'inflation? Donc là aussi, nous restons vigilants. Est-ce que c'est une réelle augmentation véritablement? Donc là aussi, nous verrons, d'autant plus que nous estimons que, notamment dans les collectivités locales, où il va y avoir une diminution effectivement des dotations, oui, qui vont représenter globalement 20% des recettes de ces collectivités. Donc là encore, nous restons vigilants. Vous savez, qu'on appelle SIOM, qu'on appelle les assises, on a vu par le passé toutes ces annonces qui ont été faites, mais très concrètement, est-ce que ça a amélioré l'emploi des jeunes? Concrètement, est-ce que ça a amélioré la situation de l'eau, la situation du pouvoir d'achat, la situation des billets d'avion, de la continuité territoriale? Il y a des souffrances. Est-ce que ça, nous constatons qu'il y a de plus en plus d'inégalités, de précarité sociale? Oui. Voilà, le constat, il est là, malgré toutes ces annonces qui ont été faites par le passé. Oui. Et on se demande même d'ailleurs, les financements qui sont faits, même dans le cadre du budget Outre-mer, est-ce que ces financements qui sont sanctuarisés, est-ce que ça répond réellement aux attentes de nos compatriotes qui sont dans la précarité, dans la difficulté, tous les sujets que je viens d'aborder? Oui, mais alors précisément, vous, en tant que membre de la commission des finances, vous mettez le doigt sur la non-consommation des crédits, l'absence d'avancement des projets en situation. Alors, on reproche souvent aux élus locaux de ne pas savoir utiliser l'argent. C'est un peu ça, c'est ce que vous voulez dire par votre dernière intervention, enfin la plus récente à l'Assemblée nationale, c'est de dire que l'ingénierie, c'est pas notre truc en gros. Alors, pour bien situer le cadre, effectivement, en tant que membre de la commission des finances et co-rapporteur, nous avons les prétendants d'évaluation. Donc il y a le budget, nous travaillons dessus, il y a un rapport que nous effectuons avec des auditions de toute une série d'institutions publiques, privées. Et ensuite, au printemps, nous avons choisi la thématique de l'ingénierie. Et effectivement, nous avons constaté que dans bon nombre de collectivités d'outre-mer, il y a un problème d'ingénierie. Déjà, il faut savoir, moi j'ai été maire pendant 8 ans dans une commune. À Sainte-Anne. Il faut savoir qu'il y a très peu de cadres A dans les collectivités, notamment dans les communes. C'est autour de 2, 3, 4%, voire 0,5%. Et très peu de cadres B aussi intermédiaires, beaucoup de catégories C. Donc ça, c'est déjà statistiquement une réalité. Et nous avons pu constater aussi que fort justement de ce déficit en ingénierie, mais les dossiers ne se montent pas, les dossiers ne sont pas suivis, et donc c'est vrai que lorsqu'on dit que l'argent n'est pas consommé, ou mal utilisé peut-être, mal utilisé, c'est parce qu'il y a effectivement cette problématique d'ingénierie, et nous préconisons évidemment pour toutes les agences qui se font, qui accompagnent les collectivités, que ce soit l'AFD, que ce soit au niveau de la préfecture, certes, mais nous disons qu'il faut aller encore plus loin. Il faut que nos cadres puissent monter en compétences
en termes de formation, notamment à travers le CNFPT, mais surtout que nos compatriotes qui sont dispatchés ici et là dans l'Hexagone puissent aussi retrouver nos collectivités territoriales pour pouvoir apporter leur connaissance et leur savoir. Alors, toutes ces propositions, en tout cas votre vigilance sur l'accomplissement de ces 72 mesures proposées par la Première ministre et par le SIOM pour les Outre-mer, est-ce qu'elles n'entrent pas en contradiction avec un concept dont vous êtes porteur? C'est le concept de décolonialité. Ça consiste à faire sortir les Outre-mer, que vous ne souhaitez plus appeler les Outre-mer d'ailleurs, d'une relation verticale avec la France. Comment on peut exiger que des mesures soient prises et soient appliquées alors qu'en finalité on veut peut-être avoir un peu plus d'autonomie? Ou comment vous concevez le terme de décolonialité? Alors ce terme de décolonialité, c'est évidemment qui découle du colonialisme. Donc nous sommes aussi dans un contexte néocolonial et j'ai parlé de verticalité. Ce que nous disons, il n'est plus question qu'on puisse nous imposer des concepts. Il n'est plus question qu'on puisse nous dire comment penser. C'est ça, sortir de la décolonialité. Et nous savons très bien que le colonialisme est venu avec un certain nombre de concepts. Et on vous a dit, par exemple, je prends deux exemples très simples, qui sont criants. On vous dit que oui, mais le rouga, ce n'est pas de la musique, ça. C'est pas votre musique, c'est pas de la musique. Et c'est pas votre musique. Eh bien, nous nous sommes battus pour montrer que le rouga, c'est une musique, c'est notre musique, est reconnue comme patrimoine immatériel de l'humanité. Ça, il fallait mener ce combat-là. Le créole, c'était pareil. Alors, c'est un exemple plutôt lié à la culture, ça on l'entend bien, mais d'un point de vue économique, d'un point de vue d'autonomie économique, la culture est éminemment liée à la politique et à l'engagement politique. Lorsqu'on veut, justement, lorsque la colonialité veut vous sortir de ce que vous êtes, de votre culture, de votre histoire, de votre passé, comment voulez-vous avoir une responsabilité politique? Comment voulez-vous dire que vous avez une responsabilité politique et que vous n'avez pas de langue? Par exemple, le créole, qui, vous savez très bien, était aussi méprisé à un certain moment. D'ailleurs, même dans l'éducation, on interdisait aux enfants de parler le créole. Aujourd'hui, le créole est reconnu comme une langue. Donc, si vous êtes effectivement un territoire avec une culture qui est bien chouquée, qui est bien ancrée, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous pouvez dire que vous avez une responsabilité politique. Et donc, tout ceci pour en arriver à cette responsabilité plus directe, et lorsqu'on parlait de verticalité, eh bien, nous disons que oui, il y a de l'argent, qui est dans le cadre, évidemment, c'est notre argent, ce sont les deniers publics. Oui. Par exemple, on peut prendre l'exemple, effectivement, de la LONEOM, dans le cadre, effectivement, de la mission Outre-mer, où il y a l'exonération des charges patronales des entreprises. Certes, mais cette exonération des charges, c'est pour favoriser la compétitivité et les prix. Est-ce que réellement, et l'emploi, est-ce que réellement ce sont nos jeunes qui bénéficient effectivement de cette exonération? Oui. Donc c'est ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des sommes effectivement qui sont sanctuarisées, mais est-ce que ces sommes qui sont sanctuarisées répondent réellement à nos attentes et à nos besoins? Et donc sortir de cette verticalité, sortir de cette colonialité qui dit, voilà, oui, on vous donne de l'argent, mais l'argent c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, c'est ça sortir. C'est nous qui devons voir au mieux et au plus près de nos réalités comment utiliser cet argent. Avec le déficit de maîtrise de l'ingénierie et en tout cas de la façon d'utiliser l'argent. C'est ce qu'on évoquait il y a quelques minutes. Mais tout à fait. Donc les deux choses doivent aller de manière parallèle. Ah oui, mais tout à fait. Et justement, et cette ingénierie, mais parlons-en de cette ingénierie. Lorsque vous regardez l'administration française, les services déconcentrés, qui sont à la tête des différentes administrations déconcentrées? Vous allez à la NIAD, vous allez à l'ARS, vous allez à l'ADEME. Mais ce sont des fonctionnaires de l'Hexagone. Ce ne sont pas nos fonctionnaires à nous, des locaux. Mais voilà un exemple de colonialité, ou en tout cas qui découle du colonialisme. On reste dans le système d'antan d'avant, qui justement pour verrouiller et faire en sorte de bien cadenasser le système de centralité et de verticalité,
ben, on met que des fonctionnaires de l'Hexagone. Et ça, c'est aussi... et pourquoi cela? Je vous pose la question. La réponse peut être plus tard. 375 845 habitants en Guadeloupe actuellement, selon le recensement de l'INSEE, et qui prévoit 314 000 dans 20 ans et 242 000 en 2070. L'INSEE indique que les seules personnes qui ne quitteront pas la Guadeloupe, ce seront des seniors. C'est-à-dire qu'il y aura tellement que des seniors qui, par définition, migrent beaucoup moins que eh bien, la population de la Guadeloupe sera réduite. Qu'est-ce que vous souhaitez faire pour enrayer cette démarche vers le vide? On voudrait savoir. Alors, qu'est-ce que je... Alors, le je... Vous, en tant qu'élu, en tant que député. Un peu compliqué, oui. Parce que, simplement, je vais donner ma vision. Et cette vision doit s'insérer justement dans les éléments que je viens de parler tout à l'heure, et dans le cadre où on tient compte et qu'on sort effectivement de cette verticalité et cette relation que nous devons changer avec l'État central et qui voudrait effectivement qu'elle soit beaucoup plus ascendante. Vous savez, lorsque j'ai été élu député, j'ai présenté une vision. Il y avait 5 points. Il y avait effectivement les 5 transitions. La transition environnementale et écologique, la transition démographique, la transition numérique, la transition économique, avec notamment la souveraineté alimentaire et la transition politique, bien évidemment. Donc, vous me parlez de la démographie, de cette transition démographique, qui est liée aux autres transitions. Parce que, inévitablement, nous avons effectivement des jeunes qui partent. Oui, c'est ça, essentiellement au départ des jeunes. Parfois qui ne reviennent pas. Oui, parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Disons les choses clairement. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous ayons une transition politique et qui puisse déboucher sur une transition économique. Et bien qui fasse que nous ayons cette transition démographique, faire en sorte que nos jeunes puissent revenir. On va leur demander de revenir pourquoi? Pour travailler. Et ils vont travailler où? Ça fait partie des mesures du SIOM. Ce ne sont pas... Oui, quelques-unes. Je dis, et je répète encore, les mesures du SIOM, nous attendons pouvoir leur traduction dans la réalité budgétaire et dans la réalité temporelle. Donc ça, ce sont des annonces. Des annonces, on les connaît. Mais ces jeunes... qui reviennent, mais il faut qu'ils travaillent où? Mais dans les entreprises, essentiellement. Bon, quelle économie, comment faire? Et nous avons essentiellement des petites entreprises, des très petites entreprises même, des TPE. Et bien, donc, toutes ces dispositions doivent permettre à faciliter le retour pour l'emploi de tous ces jeunes, d'une part. Mais nous avons beaucoup de jeunes qui sont à l'international, de par leur formation. Moi, je dis que les jeunes doivent revenir. Mais néanmoins, ils doivent rester en contact avec l'international. De par, effectivement, ils sont bilingues ou ils sont trilingues. Nous sommes dans un bassin qui est caribéen. Donc, il faut que, justement, que politiquement et économiquement, que nous puissions avoir une intégration régionale qui puisse nous permettre de commercer, qui nous permette d'échanger avec les autres pays de la Caraïbe. Donc, cela suppose aussi que nous ayons encore une plus grande liberté en matière de diplomatie régionale autour de nous. Donc l'idée, c'est pas de les empêcher de partir, c'est pas de les convaincre de ne pas partir, mais au moins de revenir. De revenir. Mais comme je dis, je le conçois, c'est ma façon de voir les choses. Ça peut être difficile aussi, même s'ils reviennent, et qu'ils restent comme ça sur le territoire 12 mois sur 12. Il faut qu'ils soient en contact avec l'international. Et de deux façons, effectivement, en ayant des échanges et des relations avec d'autres entreprises, d'autres pays, et notamment dans la Caraïbe, mais surtout cette transition numérique. La transition numérique qui voudrait que, dans un premier temps, qu'il y ait un déploiement sur tout le territoire, évidemment en harmonie avec la région, mais aussi l'État, un déploiement sur tout le territoire concernant le très haut débit, mais aussi des équipements dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, effectivement, qu'il y ait des équipements pour faciliter effectivement l'accès au numérique, mais aussi dans les foyers. Parce qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé. Quand vous faites vos déclarations, impôts, tout est matérialisé. Donc ceux qui ne sont plus dans le circuit scolaire, évidemment, les seniors par exemple, bon, nous, on l'a fait à la ville de Sainte-Anne, avec notamment Pôle de ressources, pour pouvoir faire des stages pour les personnes âgées, leur montrer comment utiliser leur smartphone, leur ordinateur. Donc il y a aussi cette démarche de dématérialiser la culture du numérique. La culture du numérique, effectivement, passe aussi
par cette transition démographique et faciliter que nous puissions rester, et sans compter, je peux prendre un exemple, notamment de la télémédecine, par exemple, oui. Qui peut aussi, avec ses déploiements, avec ses équipements numériques, qui vont faciliter aussi le développement, d'autant plus qu'il y a eu dernièrement, dans le cadre, effectivement, avec les responsables de l'ECS, sur une belle conférence, oui. Sur, au niveau de la santé, au niveau de la médecine, eh bien, cette conférence nous montre bien qu'en Guadeloupe, nous avons un service de santé quand même avec des personnes qui sont compétentes, oui. Et dont certains ressortissants de la Caraïbe viennent. Alors là aussi, c'est une des mesures du SIOM. On verra, on compte sur vous, puisqu'on a bien compris que votre travail sera surtout d'être extrêmement vigilant par rapport à l'accomplissement de ces... Pour l'accomplissement, pour la concrétisation. Alors j'aimerais que l'on aborde un sujet un peu plus personnel, afin de mieux vous connaître là aussi. Avant d'être député, vous le disiez tout à l'heure, vous étiez maire de Sainte-Anne depuis 2014, et le 10 septembre dernier, à la surprise générale, c'est Franck Baptiste qui est devenu le nouveau maire de la commune. Ce nom vous évoque forcément quelque chose, il s'agit de votre frère. Alors, on ne va pas se cacher que ça a créé une énorme polémique, une incompréhension de la part de la population. Avec le recul, comment vous avez vécu cela, et surtout, quelle est la situation maintenant pour la Riviera du Soleil Levant? Comment elle se porte? Est-ce que tout est apaisé? C'est vrai que nous n'avons pas fait une histoire. Aujourd'hui, il y a un maire qui a été élu au sein du conseil municipal. Bon, c'est vrai que ce n'était pas mon choix politique, en tout cas au sein de la force d'action pour le rassemblement et le développement de Sainte-Anne. D'accord, c'est fait. Moi, ce que je dis simplement, c'est que moi, j'ai laissé une commune que j'ai relaissée en 6 ans, parce que c'était quand même 7 millions d'euros de déficit et 30 millions d'euros de dette bancaire. À l'arrivée, quand on a voté le dernier compte administratif, c'était avec près de 5 millions d'euros d'excédent, et qui correspond à 10 mois de ma gestion. Donc ça c'est une chose. J'ai laissé aussi une commune avec un dialogue social, avec une paix sociale. Je n'ai pas eu, en tant que maire, je n'ai pas eu une journée de grève. Et lorsqu'il y a eu la crise sociale en 2021, la seule commune qui était ouverte, c'était la ville de Sainte-Anne. Et ensuite, troisièmement, j'ai amélioré l'organisation et aussi la qualité même du service public de Sainte-Anne, avec une administration qui est devenue plus performante, en donnant justement beaucoup plus de possibilités aux agents, aux cadres, de pouvoir mettre leurs compétences. Donc aujourd'hui, j'observe, oui. Nous avons été élus en 2020 pour un programme, donc la majorité, il y a une majorité municipale, je dirais, alors quand je parle de majorité municipale, une majorité de citoyens qui ont élu 28 élus sur un programme. Oui. Nous observons attentivement si ce programme est mis en œuvre. Par exemple, je le vois, j'ai vu effectivement une vidéo du maire qui dit on a mis des poubelles de tri, oui. Sur la plage. Et bien c'est un projet depuis l'ancienne mandature, en tout cas depuis l'ancienne mandature, la fin de l'ancienne mandature. Bien qu'étant député, vous gardez donc toujours un contact direct. Très bien. Je suis conseiller municipal. Très bien. Donc vous regardez très régulièrement la situation à ce qui est important, c'est de voir effectivement quelle sera la mise en œuvre du programme pour lequel nous avons été élus. Même si nous constatons que ceux qui étaient dans l'opposition aujourd'hui mettent en œuvre ce programme. Oui. Et je voudrais aussi signaler néanmoins que nous allons constituer notre groupe. Les élus du phare, en tout cas, qui s'appellera Toujours pour Sainte-Anne. Toujours pour Sainte-Anne. Toujours pour Sainte-Anne, nous sommes un groupe d'élus qui ont été écartés et qui nous allons. Alors, ce n'est pas un groupe ipso facto d'opposition, c'est un groupe qui aura la liberté de s'exprimer, la liberté de parole, qui sera vigilant sur la mise en œuvre du programme pour lequel nous avons été élus. S'il y a des actions publiques à Sainte-Anne par l'équipe dirigeante qui sont mises en place et qui ne font pas partie forcément de notre programme, le programme pour lequel nous avons été élus, mais qui va dans le sens de l'intérêt général, nous n'avons aucun problème pour pouvoir voter et accompagner. Et si ça ne va pas dans le sens de l'intérêt général, nous aurons toute notre liberté d'action et d'expression, et aussi avec les moyens aussi qu'on doit nous donner pour pouvoir nous exprimer. Alors il reste très peu de temps, mais j'aimerais qu'on aborde aussi un autre sujet, c'est que l'une de vos dernières interventions à l'Assemblée nationale concernait l'ouverture des archives des événements de 1967 en Guadeloupe. Lors de l'insurrection, c'était mai 67, d'ouvriers qui réclamaient juste un droit tout à fait normal, une augmentation. Vous souhaitez qu'elles soient ouvertes, ces archives, et là aussi vous allez être très vigilant. Jean-François Coranco disait que l'histoire des Antilles et de la Guyane, comme de la Réunion, reste
reste encore méconnue dans l'Hexagone. Vous allez être là aussi toujours présent, toujours debout pour être certain que les choses avancent? Pour qu'elle soit connue, effectivement, j'ai demandé la déclassification totale de ces archives, c'est-à-dire l'accès, et comme cela a été fait en 2021, avril 2021, par le président Macron pour la guerre d'Algérie. Oui. Voilà. Et donc, après le rapport de Benjamin Stora. Donc ensuite, à la suite de cette question orale, au gouvernement, j'ai adressé une question écrite directement à la Première ministre, la même question pour la déclassification de la Première ministre, en copie à M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, et à Jean-François Carenco. La Première ministre m'a répondu en me disant que bon, elle ne pourra pas me recevoir, mais elle accorde beaucoup d'attention à ma question et qu'elle envisage, elle voit dans quelle mesure que le ministre de l'Intérieur puisse effectivement se saisir de ce sujet et de me recevoir. Donc nous attendons, mais il va sans dire que mon intervention, elle n'est pas, comment dirais-je, dans l'air. Hein. Oui. Elle se fait. J'ai contacté des historiens, particulièrement M. René Méninus, qui est sur le sujet en Guadeloupe. Il y a aussi Jean-Pierre Saint-Denis, ce sont les deux spécialistes. Oui. Donc là aussi, et d'ailleurs je leur ai adressé un message pour leur dire, voilà, la Première ministre m'a répondu. Donc ce qui veut dire, quand on vous répond, ça veut dire qu'on accorde quand même une importance à votre demande, oui, et que je serai aussi en étroite collaboration avec eux pour que nous puissions aller vers cette déclassification, pour que l'histoire de nos territoires soit connue. C'est ça aussi une demande de décolonialité. Ça va tout à fait en cohérence avec ce que vous nous disiez au début. Ça sera quasiment le mot de la fin. Je vais vous demander une réaction, puisque vous souhaitiez la faire, à l'élection de Miss Guadeloupe, me semble-t-il. Oui, donc j'ai appris évidemment de Maës Jalila, je crois. Si je ne me trompe. Hein. C'est bien ça. Eh bien, je crois que c'est une amie mienne, mais en tout état de cause, c'est une Guadeloupéenne. Je voudrais lui adresser mes plus vives félicitations et surtout lui souhaiter de très belles chances, une belle continuation pour l'élection de Miss France. Oui. 2024. Et c'est vrai que nous avons une tradition en Guadeloupe de pouvoir remporter, entre d'être bien placé sur le podium. Et donc nous espérons qu'effectivement qu'elle va nous représenter dignement. En tout cas, je lui transmets toutes ses félicitations à tout son staff, à toute sa famille et à tous les parents. Maës, c'est une famille que je connais aussi. En tout cas, je voudrais vraiment saluer cette belle élection de Miss Guadeloupe. Alors c'est dit, on va forcément vous réinviter pour connaître votre suivi personnel des mesures prises par le SIOM et puis l'action que vous menez concernant la décolonialité. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur ce plateau aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian Baptiste. Je vous en prie pour votre accueil et merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup. Nous serons avec vous pour des rediffusions tout au cours de l'été. Et puis nous reviendrons à la rentrée bien sûr avec un tout nouveau décor et puis d'autres invités. Merci de votre fidélité. À bientôt.